Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme d'analyse multimodale. Nous sommes aujourd'hui à la 9e journée scientifique et à chaque fois que je positionne ce titre, je repense à la première journée scientifique qui se passait au Logis du Roi, où effectivement, nous avions commencé à marier deux disciplines, une qui avait pour conception le faire, pour comprendre, le chirurgien, notre service de chirurgie maxillofaciale, et l'autre, le laboratoire BMBI, qui avait pour leitmotiv de comprendre pour faire. Quelques années après, nous avons maintenant un axe au sein de l'Institut Fairface, l'axe fonction et mouvement, qui vise à une meilleure compréhension du mouvement et qui vise à objectiver, en fait, à caractériser fonctionnellement ce mouvement, et un mouvement tout à fait particulier qui est celui des mouvements faciaux, avec un focus sur les muscles paussiers, focus que je vous présenterai lors de cette présentation. Alors, dans cette courte revue, je me suis permise de faire une introduction sur la modélisation, et ce sera le regard de la clinicienne que je suis sur la modélisation, même si j'ai passé un nombre d'années au sein du laboratoire BMBI. Et puis, quelques points, comme je vous le disais, sur ces muscles tout à fait particuliers qu'on appelle les muscles paussiers, muscles qui sont parmi les seuls à s'insérer sur la peau du visage et qui sont parmi les seuls à déplacer de la peau et donc qui sont responsables de la mimique faciale et de la communication verbale et non verbale, entre autres. Si l'on s'interroge, effectivement, vous ne voyez pas le titre, mais sur ce qu'est la modélisation, on peut dire que pour nous, en tant que chirurgiens, finalement, la modélisation peut paraître très loin. Nous sommes devant un patient, nous avons un cas clinique, nous allons l'opérer et nous allons avoir des résultats. De l'autre côté, nous avons tout le domaine physique, mathématique, qui va pouvoir permettre de créer certaines théories, de mettre en équation des problèmes complexes et d'emmener certaines hypothèses avec une prédiction finalement à partir d'un modèle. Le modèle, il va être le lien finalement et dans la création de cette partie de questionnement clinique et de cette possibilité de théoriser dans le domaine physique ou mathématique pour ensuite venir simuler le réel, simuler sur le modèle et avoir des résultats simulés. Finalement, nous avons, à partir de cette prédiction mathématique et de ces résultats simulés, si nous nous permettons de les comparer, nous allons pouvoir faire progresser les parties théoriques, domaine mathématique, domaine physique. Si nous comparons finalement nos résultats cliniques qui pourraient être comparés à des résultats expérimentaux, nous allons pouvoir faire progresser les modèles et la simulation. Ces deux parties, dans leur amélioration, vont pouvoir aussi implémenter le réel et donc effectivement interagir ici avec notre pratique clinique. Et puis, je n'ai pas résisté à vous positionner ce dont on parle beaucoup en ce moment, le jumeau numérique, qui pour moi serait à l'interface de ce modèle et qui serait finalement de ce modèle et de cette situation clinique. Et si nous pouvions prédire sur un jumeau le résultat définitif, alors effectivement, nous pourrions complètement simuler nos interventions avant de passer à l'application clinique.
Comment modéliser? Alors là, les animations ne passent pas très bien, ce n'est pas très grave, mais juste pour comprendre qu'il y a certaines approches, des approches plus générales, des approches plus spécifiques. Nous nous sommes toujours tournés vers des approches plus spécifiques pour personnaliser nos résultats et pour mieux comprendre encore dans des situations cliniques très spécifiques. Il faut bien sûr avoir une approche de ce qu'on appelle la géométrie. Chez nous, ce sera l'anatomie. Discrétiser, c'est-à-dire réduire finalement la forme à quelques unités et nous allons pouvoir appliquer sur ces unités des lois de comportement et c'est ces lois de comportement que nous allons mieux comprendre. Alors, finalement, pourquoi dans cette discipline, dans notre discipline modélisée? Prenons un exemple tout simple que peut-être certains connaissent et certains chirurgiens maxillofaciaux vont reconnaître. Ici, ces deux modèles de face plus profil, où vous voyez le crâne osseux et le squelette osseux et les parties molles. Sur les parties molles, il n'y a juste qu'un trait dessiné, extrapolé à partir du squelette. La conception des parties molles et des déformations des parties molles n'est pas ici représentée. C'est un logiciel qui sert à prédire le positionnement des parties molles à la suite de déplacements osseux. À l'heure actuelle, il n'est juste que extrapoler, c'est-à-dire une distance entre la partie osseuse et la partie cutanée, afin d'avoir une réponse qui n'est forcément pas une réponse qui s'approchera du réel. Alors, juste repositionner le contexte, la modélisation, bien sûr, nous l'avons questionnée à partir d'une situation complexe qui était la reconstruction des allotransplants, des reconstructions de pertes de substances complexes faisant appel à l'allotransplantation faciale. Et c'est de ce questionnement, finalement, qu'a découlé l'ensemble des développement que nous avons pu faire dans l'axe fonction et mouvement. Alors, comme je vous l'avais dit, nous nous sommes focalisés sur les muscles possiers et en particulier les muscles possiers du tiers moyen et du tiers inférieur. Il y a, entre certaines descriptions, de 26 à 29 muscles possiers. Ils sont symétriques, pairs, pas tous. Il y a une disposition elliptique, les orbiculaires qui sont concentriques et qui permettent de fermer les orifices que sont la bouche et les paupières. Positionner le mouvement comme marqueur de succès d'une reconstruction faciale est finalement un changement quasi de paradigme. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans nos reconstructions microchirurgicales, ce qui importe le plus, c'est que cette reconstruction microchirurgicale fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit viable. Pour qu'elle soit viable, il faut qu'elle soit vascularisée. Et la plupart des études comportaient en fait un questionnement sur la vascularisation des lambeaux et sur les flux. Nous avons positionné notre questionnement ici au niveau de la récupération des fonctions, c'est-à-dire de la récupération de certains mouvements faciaux. J'ai parlé de l'expressivité et de la communication verbale et non verbale à travers le fonctionnement des muscles possiers qui vont permettre, par exemple, de protéger le globe oculaire, de permettre une compétence labiale, de permettre d'avoir une filière aérienne tout à fait libre. Les mouvements faciaux sont donc considérés comme marqueurs de succès d'une reconstruction microchirurgicale parce que si ça fonctionne, si votre visage s'anime, s'il arrive à communiquer avec l'autre, alors la reconstruction pourra être considérée comme réussie. Alors effectivement, pour modéliser, nous avons
nous avons passé par plusieurs étapes et comme je vous le disais en introduction, nous nous sommes concentrés sur une modélisation patient spécifique, donc avec la nécessité de développer certaines acquisitions et de développer certains protocoles, notamment sur des équipements que vous allez voir maintenant en IRM. Deux axes sur les projets au cours de ces dernières années, la modélisation des muscles possiers et la possibilité d'évaluer la mimique faciale définie comme l'ensemble des gestes expressifs du visage. Et finalement, la méthode va être de renforcer les possibilités d'une caractérisation interne pour la modélisation et de renforcer les possibilités d'une caractérisation externe pour l'évaluation de ces muscles possiers. Le but ultime de ces modélisations, évaluations est bien sûr d'arriver à des développements qui nous permettrait d'avoir une optimisation de la réhabilitation fonctionnelle, d'avoir une optimisation d'un outil clinique qui permettrait la rééducation. Alors, l'IRM, on ne la présente plus, l'IRM recherche qui fait partie des équipements, mais aussi des travaux avec, par exemple, Sabine Bensamoun sur l'élastographie pour permettre de mieux caractériser en interne les muscles possiers et la caractérisation externe, et là c'est le jouet dont parlait M. Devauchel tout à l'heure, c'est-à-dire la plateforme d'analyse du mouvement que vous aurez peut-être l'occasion de visiter tout à l'heure pendant la pause du midi au premier étage qui est maintenant transféré depuis peu au sein de l'Institut Fairfax. Ce schéma pour bien comprendre qu'effectivement, nous restons dans ce domaine de recouvrir et de retrouver des mouvements faciaux via notre réhabilitation, puisque finalement la déglutition également pourrait être considérée simplement comme un mouvement facial permettant une fonction principale. C'est également de comprendre les synergies musculaires qui peuvent être en exergue, notamment au niveau de la mimique faciale, elles sont très importantes. Et de l'autre côté, d'arriver à des outils de suivi. Donc, vous voyez deux parties, la modélisation biomécanique et la caractérisation du mouvement d'un côté, et de l'autre, la possibilité d'arriver à des outils d'aide à la décision. Et on avait mis comme exemple ici les serious games ou jeux sérieux. Alors, quel est l'état de la littérature sur la modélisation des tissus mous? Elle n'est pas très avancée, surtout au niveau de la face. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes encore dans la caractérisation de l'ensemble de ces tissus mous au niveau de la face, qui comprennent effectivement la peau, les muscles, le tissu sous-cutané. On pourrait y rajouter le SMAS. Donc, si on prend les éléments anatomiques, élément par élément, effectivement, cette caractérisation est complexe. De plus, la réflexion aujourd'hui sur l'action des muscles par rapport au mouvement réalisé, si on considère l'ensemble des muscles possiers, on va obtenir dans l'évaluation clinique une situation qui nous fait considérer une unité, un seul muscle. Par exemple, ici, en rose, le muscle qui est un muscle qui est abaisseur de la commissure, du coin de lèvre, le triangulaire ou le DAO maintenant, et considérer une action pour un muscle est certainement excessivement réducteur. Et c'est dans ces modèles où on va permettre de simuler et de comprendre mieux quelle action d'un muscle par rapport à l'autre, ces modèles pourront nous permettre une progression. Avant cela, nous avons caractérisé déjà de façon morphologique et obtenu la fameuse géométrie, c'est-à-dire pour nous ce qui en revient à l'anatomie.
Et l'anatomie des muscles possiers, alors effectivement, cette anatomie, elle est connue, issue surtout de dissection du sujet cadavérique. Le muscle possier va avoir une épaisseur de quelques millimètres. Donc sur les dissections, elles ne sont souvent pas simples et issues de cohortes qui sont assez faibles. Lors de toutes ces années, nous avons pu développer, grâce à l'équipe d'imagerie, des protocoles spécifiques avec des antennes dédiées. Ici, une coupe en IRM 3 Tesla où vous allez voir le muscle zygomatique qui est positionné là dans le cercle rouge, à droite et à gauche, avec la possibilité de le suivre maintenant dans le mouvement. Là, je vous montre des images statiques, mais je pense que dans quelques semaine, nous allons pouvoir vous montrer des images d'IRM dynamique avec ce que j'ai vu tout dernièrement par les travaux d'Olivier Balédan au niveau de la plateforme. Et c'est bien ce suivi en cinématique qui va nous faire également progresser dans les évaluations. Voici la modélisation géométrique. Alors, pour les anatomistes, ils vont regarder ça avec un œil assez critique, mais c'est ce qui peut permettre de comprendre l'interaction entre chacun des muscles. Et nous avons ici la modélisation de plusieurs muscles possiers en position de repos et en position de protrusion des lèvres, c'est-à-dire sur le son O, qui est ce mouvement, et nous en parlions encore hier lors d'une thèse, qui est toujours assez difficile à reconstruire. Bien sûr, nous avons développé plusieurs logiciels. Nous avons également, dans ces travaux, essayé d'avoir une meilleure compréhension des déformations des muscles possiers. On parle souvent de vecteurs et ça a une importance pour nous dans la reconstruction parce que quand on va chercher à réanimer le sourire, on va regarder quel vecteur à quel vecteur faut-il correspondre. Cependant, ces déplacements ne sont pas si simples et on voit par exemple que le muscle grand zygomatique, qui est celui qui va élever la commissure, ne va pas simplement se raccourcir, mais il va se déplacer dans les trois plans de l'espace. Et si nous voulons aller vers une restitution ad intégrum, c'est ce mouvement qu'il faudra savoir reconstruire pour permettre de retrouver un sourire, par exemple. Nous avons appliqué déjà ces développements de protocoles. Ici, encore le grand zygomatique à droite et à gauche avec des calculs de volume, de longueur et d'épaisseur. Vous allez me dire, mais pourquoi se focaliser sur ce petit muscle et regarder les volumes de ce muscle? Effectivement, lorsque vous allez avoir un déficit, une paralysie faciale, la question est celle de la possibilité de réhabilitation et de savoir ce qu'on est capable d'apporter. Est-ce qu'on est capable d'apporter une innervation et que ce muscle puisse reprendre une activité? Et finalement, la question de l'atrophie du muscle est une question qui reste au premier plan. Nous avons pu montrer déjà que dans une population saine, il n'y a pas de différence significative de volume parce qu'il pourrait y en avoir une d'emblée puisque nous ne sommes pas, comme vous le savez, parfaitement symétriques au niveau de notre visage. Et donc, effectivement, maintenant, en pathologie, on pourra comparer. Cette petite image juste pour vous montrer une particularité où on a pu effectivement avoir on a des géométries un petit peu particulières avec un muscle zygomatique bifide. Lorsque vous avez un muscle zygomatique bifide, vous avez certainement une petite fossette. Ce que je vous disais tout à l'heure, modélisation du mouvement, donc dans plusieurs positions de mouvement, en position de protrusion labiale sur plusieurs sons, en position de sourire, la position neutre pour vous montrer finalement ici, ça pourrait être considéré comme la ligne centrale du muscle et la possibilité de raccourcissement ou d'élongation. Et vous voyez que sur différents mouvements, celle-ci n'est pas du tout
similaires et cela permet également de caractériser certains fonctionnements musculaires et certainement ces fonctionnements musculaires ne sont pas similaires parce que les synergies ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, corrélation et simulation du muscle zygomatique avec la corrélation interne-externe, la possibilité de déplacer des parties molles et jusqu'où le mouvement du muscle va-t-il déplacer les parties molles. C'est ce que nous avons essayé également de comprendre, et là, c'est ce que je vous disais dès le départ, si nous considérons, et c'est comme ça que nous l'approchons en clinique, que l'action du muscle zygomatique est celui d'étirer la commissure, lorsqu'on le simule, ce n'est pas tout à fait visible. Il y a donc d'autres muscles qui rentrent en jeu, des relâchements de certains et des contractions d'autres au niveau du masque facial. Un petit exemple dans cette diapo également d'application, parce que toutes ces recherches sont appliquées en parallèle sur des cohortes de patients. Ici, une cohorte de patients présentant une paralysie faciale et réhabilités. Nous avons pu modéliser finalement leurs muscles et vérifier leur déformation avant et après réhabilitation. Alors, je passe sur cette diapo également pour vous montrer celle-ci qui est le travail de simulation du muscle grand zygomatique et la comparaison aux valeurs expérimentales de cette simulation. Donc, comprendre que nous avons que le travail ici était une modélisation et la vérification par rapport aux données expérimentales. C'est ce que je vous disais en introduction, obtenir des résultats là via notre clinique et obtenir des résultats simulés et les comparer. Et ce que l'on montre ici, c'est que ceci comporte encore quelques différences par rapport aux déplacements constatés. Donc, que les lois de comportement implémentées doivent certainement encore progresser pour permettre d'avoir un modèle plus proche. Donc, finalement, nous n'avons pas encore tout compris, et ça, nous le savions, sur les déplacements et les mouvements de ces muscles. Il faut donc que nous continuions et nous implémentons au fur et à mesure dans notre modèle les comportements d'autres muscles. Ici, vous avez le muscle élévateur de la lèvre avec, vous voyez ici, son déplacement en 3 dimensions sur le son O. Et au fur et à mesure, chacun des comportements musculaires est implémenté dans ce masque, entre guillemets. Il nous faudra donc encore certaines études pour progresser dans cette caractérisation interne. Focus maintenant sur la caractérisation externe. L'état de l'art faisait appel aux techniques bidimensionnelles ou tridimensionnelles avec ou sans marqueur pour capturer le mouvement. Vous en avez plusieurs exemples sur cette diapositive. Nous nous sommes beaucoup focalisés sur la photographie avec les marqueurs. Et c'est une plateforme de ce type qui a pu être implémentée au sein de l'Institut Fairfax, sachant que les progrès iront certainement vers une utilisation peut-être sans marqueur.
Ici, revenir sur la caractérisation externe avec la possibilité de caractériser le mouvement, de parler du mouvement sans connaissance anatomique. Ce sont les travaux d'Ekman, tout au départ, qui avait l'habitude de dire que la combinaison des expressions faciales permettrait d'avoir plus d'une dizaine de milliards d'expressions. Et c'est la réduction finalement d'une action, d'une description d'une action, par exemple l'élévation de la commissure, non pas à une action musculaire comme moi je voulais tout de suite corréler à partir des bases anatomiques, mais à une description très détaillée d'un mouvement et ce mouvement est coté à l'aide d'une action unit à laquelle il donne un numéro. Alors ça fait un petit peu l'auto, mais ça permet finalement de caractériser les expressions faciales. Et aujourd'hui, dans certains logiciels, vous allez pouvoir implémenter sur les avatars des AU, des expressions, pour pouvoir les déformer. Ici, on a mis l'exemple du logiciel FaceGene. C'est un logiciel qui va être utilisé dans un protocole de rééducation faciale mené au sein du service par un kinésithérapeute, le docteur François-Régis Saran. Alors, la plateforme, c'est l'exemple d'un transfert finalement technologique entre le laboratoire BMBI, le Centre d'innovation, Frédéric Marin et ici, notre laboratoire, puisque nous avons commencé nos travaux, et là, la photo date de 2013, mais les travaux ont commencé un peu avant, où il y avait simplement quelques caméras, la possibilité de reconstruire. Nous avions fait évoluer un peu le protocole. Pour ensuite, cette photo en 2017 est au centre d'innovation, intégrer en fait certains de nos protocoles dans le centre d'innovation, puis permettre, grâce à l'Equipex Figure, d'avoir la plateforme au sein de notre service clinique hospitalier, puisque le bâtiment n'était pas encore construit. Et maintenant, comme je vous y invite, elle est installée au premier étage du bâtiment. Le protocole en lui-même, il a aussi également bien évolué, c'est-à-dire que afin de positionner les marqueurs sur lesquels nous allons réaliser les analyses de déplacement, nous avons un masque qui permet de les positionner toujours au même endroit. Ce masque était confectionné à l'ancienne avec une empreinte alginate au plâtre, puis le plâtre du modèle et la confection du masque en silicone pour permettre le suivi longitudinal. Le protocole maintenant prend une empreinte tridimensionnelle grâce ici à l'appareil Vectra, crée le masque, crée également une gouttière qui va nous servir de référence. Nous allons pouvoir positionner les points sur la face, puis les marqueurs qui permettront d'avoir l'enregistrement de différents mouvements d'expression, la fermeture des yeux, la fermeture des paupières, le froncement du nez par exemple, la protrusion sur le son haut, sur le son pouls, le sourire, l'ensemble des mouvements pertinents dans l'identification de la réhabilitation des muscles paussiers. Et nous allons traiter l'ensemble de ces données quantitatives avec le logiciel Nexus, ce qui nous permet d'avoir effectivement de nombreuses informations et peut-être trop d'informations pour les cliniciens que nous sommes. Nous avons également, et je reviendrai après sur le traitement des données, continué à optimiser ce masque. Alors, avec une méthode de programmation visuelle ou conception paramétrique, peu importe, mais nous avons pu finalement internaliser dans un logiciel
la confection de ce masque, c'est-à-dire que nous prenons l'empreinte tridimensionnelle, nous réalisons le masque en in silico pour ensuite venir l'imprimer directement, et cela, nous l'avons complètement internalisé. Application sur le patient, et vous voyez maintenant ici les reconstructions géométriques, ici d'un patient, d'un volontaire qui sourit, ici d'un patient avec une paralysie faciale, et si votre œil est aguerri, vous voyez tout de suite la dissymétrie de ce patient. Nous avons également testé la faisabilité sur patients de notre plateforme, notamment dans une question de temps, et finalement l'examen en lui-même dure une demi-heure, et c'est pour ça que nous essayons d'optimiser le protocole dans toutes les dimensions pour réduire le temps. Ces courbes, bien sûr, pour un clinicien, elles sont illisibles. Donc nous avons essayé de permettre une lecture plus facile de ces résultats. Et finalement, nous sommes passés par cette disposition, un type de radar graphe, où c'est comme si vous regardiez un visage et chaque point correspond à certaines lignes de positionnement de marqueurs, et vous avez le déplacement maximal de chacun des marqueurs sur ce radar graph. Cette ligne correspond à une moyenne d'une population de volontaires, donc considérés comme les mouvements normaux. Chacun finalement des mouvements décrits, que ce soit la fermeture des paupières, la protrusion labiale, le sourire, a un pattern spécifique au niveau de ces mouvements. Et vous avez ici, par exemple, la partie pathologique qui est en grisé, et la norme, même si je n'aime pas trop ce terme, qui est avec la ligne la ligne épaisse noire au niveau du pattern. Nous avons pu appliquer ceci au niveau des allotransplants faciaux et avoir la récupération de l'ensemble des mouvements chez les patients allotransplantés. Et ici, si je vous la montre en reconstruction, et finalement, c'est intéressant parce que ces reconstructions géométriques, nous les avons fait à distance, c'est-à-dire que nous avons fait des enregistrements au fur et à mesure sans avoir la possibilité au départ de traiter complètement les données. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité et nous progressons encore dans le traitement des données. Donc, plateforme multimodale, parce que je ne vous ai fait que survoler quelques points de cette plateforme. Je n'ai pas parlé de la possibilité d'y adjoindre l'électromyographie et donc d'avoir une compréhension de la composante dynamique et non plus cinématique. Les possibilités qui s'offrent à nous maintenant également avec le développement de protocoles d'IRM dynamique, j'en ai parlé à travers les travaux aussi d'Olivier Balédan, et la possibilité maintenant également d'y adjoindre, et Eder Rodriguez, s'il est là sur la plateforme, vous fera un plaisir d'en parler, puisqu'il est chercheur dans ce domaine spécifique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'arriver à traiter l'ensemble de nos données issues de motion capture et de développer des systèmes numériques permettant de mieux comprendre. Avantage également de pouvoir prédire finalement ce mouvement, par exemple, qui est la récupération de sourire, prédire le mouvement qui serait dit correct, sain, et d'en détecter les anomalies grâce à certains logiciels. Ici, finalement, avec les données d'entrée et certaines données sur un seul marqueur, vous avez en ligne bleu la caractérisation du volontaire, en ligne orange la prédiction, et vous voyez, lorsqu'il y a une anomalie, la zone d'erreur.
juste pour cette diapo qui n'est pas très lisible, je vous prie de m'en excuser, mais pour vous redire que le visage n'est jamais un masque, n'est jamais de marbre, que la récupération d'un visage est certainement parce qu'il s'anime, parce qu'il s'exprime, parce qu'il entre en communication avec l'autre. Et c'est là, je pense, le but de l'ensemble de nos travaux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, bon, c'est un sujet dans lequel vous baignez avec beaucoup de bonheur et qui est un héritage, effectivement, du travail que vous aviez mené en collaboration avec les gens de Compiègne. Le problème, c'est, je vais être obligé, je suis désolé, hein, peut-être de reporter les échanges avec vous lors de la pause de tout à l'heure, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et Stéphanie, vous ne le prenez pas mal, non? Ouais. Voilà, je suis navré, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire et c'est assez passionnant. Voilà. Par contre, je vais vous donner la parole maintenant à vous. Ah, c'est bon, c'est prêt, c'est... Ah, d'accord. Alors, vous pouvez poser dans ce cas-là une question le temps que l'on branche. Qui souhaite intervenir et interroger Stéphanie sur son travail sur la plateforme d'analyse du mouvement? Patrick. Juste une question, Stéphanie. Tu as parlé au début de ton exposé, en effet, de la chirurgie orthognatique et de cette impossibilité raisonnable de prévoir ce que seront les mouvements des parties molles. Il y a une constatation qu'on fait que lorsqu'on fait une chirurgie orthognatique, on déplace les insertions osseuses des muscles dont tu viens de parler. Et on se retrouve en post-opératoire avec des patients pour lesquels le résultat est décevant. On a mis les structures osseuses exactement là où on voulait les mettre et on a sur le plan fonctionnel, musculaire, superficiel un résultat très décevant. Est-ce qu'on n'a pas chez ces gens-là une incapacité, entre guillemets, à s'adapter à cette nouvelle morphologie? Est-ce que ce serait éventuellement détectable? Alors, ce que je n'ai pas complètement dit en plus, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes les dispositions ou tous les développements visent à une modélisation en statique. Or, dans notre discipline, et c'est ce que j'ai essayé de dire, la cinématique pour voilà ce que nous, en chirurgie maxillofaciale, on dirait la dynamique, c'est-à-dire le mouvement, la récupération de cette analyse en mouvement est excessivement importante. Alors, ces modèles personnalisés, et bien sûr, aujourd'hui, ça demande des temps de calcul et surtout des temps en amont assez complexes, puisque pour arriver à une géométrie personnalisée, nous ne sommes pas encore dans une dimension de segmentation automatique. Ce n'est pas tout à fait possible à l'heure actuelle. Mais les développements que l'on fait à travers les modélisations permettraient de répondre à ces questionnements. Et d'un point de vue personnalisé, puisque à l'heure actuelle, même si on progresse dans la modélisation des tissus mous et des parties molles au niveau de la face, les possibilités qui sont envisagées sont des possibilités de calcul via l'intelligence artificielle. Donc, via l'analyse globale de patients qui n'ont parfois pas des pathologies orthognatiques type dysmorphose et donc qui n'auront pas les mêmes réponses de comportement au niveau des muscles possiers notamment. Et en plus, nous prenons en considération les muscles possiers, mais il y aura encore beaucoup à faire puisqu'il n'y a pas que les muscles possiers dans les tissus mous de la face. Oui, et puis alors ça pose également le problème de la place des muscles masticateurs dans l'expressivité du visage aussi, hein, parce que oui, non, simplement dernière question, mais qui est un clin d'œil. Quel héritage faites-vous de Duchesne de Boulogne? Alors peut-être nous continuons cette espèce de focalisation sur l'expressivité et la relation entre l'utilisation, là pour lui, de l'électromyographie sur l'expressivité. Je n'y ai pas inclus, en tout cas pas pour l'instant. J'attends l'aide certainement de ma collègue Sophie Crémades. Je n'y ai pas inclus la dimension
émotionnel. En tout cas, je suis restée prudemment sur le mouvement avant de complètement inclure la dimension émotionnelle, parce que là, je pense que on ne sera plus simplement au niveau du masque facial, entre guillemets, animé, mais il faut aussi qu'on se lie au cortical. Et alors là, je pense que tout l'Institut peut se pencher de façon très pointue sur ce questionnement, parce que on part de la réponse corticale jusqu'à l'expressivité. Et donc là, la question est vaste. Donc, je ne me suis humblement, comment dirais-je, focalisée que sur l'expressivité et le mouvement. C'est à éviter une lecture physiognomonique à laquelle on serait peut-être tenté quelquefois, mais c'est une autre histoire là aussi.